On va s'intéresser aujourd'hui à une histoire, mais pas n'importe laquelle. C'est l'une des plus grandes épopées du Japon. Une histoire de gloire, oui, mais surtout une histoire de chute, et d'une beauté tragique assez incroyable. Et tout commence non pas avec le bruit des épées, pas du tout, mais avec un son. Le son d'une cloche. Un son qui pose tout de suite le décor, qui résonne comme un avertissement, une vérité universelle. Rien, absolument rien ne dure éternellement. Alors la grande question, c'est ça. Comment est-ce que le clan le plus puissant du Japon a pu littéralement s'évaporer de l'histoire? Pour comprendre cette chute, il faut d'abord regarder le monde qu'il dominait. Un monde complètement déchiré, en fait, entre deux visions, deux idéaux qui ne pouvaient pas coexister. On est en plein dans cette transition violente du Japon du XIIe siècle. C'était une période de bouleversement culturel énorme. Une sorte de duel, silencieux mais absolument sans pitié, entre la plume et le sabre. D'un côté, il y avait donc les aristocrates de la cour, à Kyoto. Eux, leur monde, c'était l'élégance, la poésie, les rituels complexes. Et de l'autre côté, il y avait les samouraïs. Des guerriers venus des provinces, traités un peu comme des chiens de garde. Sauf que ces chiens de garde ont fini par comprendre quelque chose d'essentiel. C'était eux qui détenaient le vrai pouvoir, la vraie force. Et au milieu de tout ça, on trouve nos protagonistes. Le clan Taira, les Heike. Ce sont eux les premiers samouraïs à prendre le contrôle total, le pouvoir absolu. Mais, et c'est là toute l'ironie de l'histoire, ils ont été séduits, comme hypnotisés par le style de vie raffiné de ceux qu'ils venaient de détrôner. Et cette tentative de mélanger les genres, d'être à la fois des guerriers féroces et des courtisans élégants, ça les a menés tout droit à l'arrogance. Une arrogance fatale. Cet orgueil démesuré, ce que les Grecs appelaient l'hubris, qui a planté les graines de leur propre destruction. Au sommet de leur gloire, leur vision d'eux-mêmes était, sans limite. Le mépris pour tous les autres était total, au point de déclarer, et c'est une phrase qui fait froid dans le dos, « Si on n'est pas un Heike, on n'est pas un être humain. » Voilà, tout est dit. Ce qui est fascinant ici, c'est que leur chute n'est pas juste présentée comme un échec politique. Non, c'est bien plus que ça. C'est vu comme une sorte de justice cosmique, un retour de karma inévitable. Regardez cette chronologie. La gloire avec le patriarche qui devient grand-père de l'empereur. Puis l'arrogance quand il se déclare supérieur aux humains. Et là, bam, le karma. Kiyomori meurt d'une fièvre tellement intense qu'on raconte que l'eau bouillait à son contact. C'est ça qui ouvre la porte à la rébellion de leurs rivaux, les Minamoto. Et voilà, la roue a tourné. Chassés de la capitale qu'ils aimaient tant, les Taira sont acculés. Leur destin va se jouer dans un dernier acte, un acte final absolument tragique, une grande bataille navale. L'océan, qui devait être leur refuge, va devenir leur tombeau. Le problème pour les Taira, c'est qu'ils n'étaient plus les guerriers d'antan. Amollis par la vie de cour, ils se sont retrouvés face au génie militaire de Yoshitsune, le général des Minamoto. Un type incroyable, qui lançait des attaques surprises en pleine tempête, qui faisait dévaler ses troupes sur des falaises jugées infranchissables. Bref, les forces Taira ont été complètement pulvérisées. C'est la fin, la bataille navale est perdue. Leurs navires brûlent, il n'y a plus aucun espoir. Et là, les Taira se retrouvent face à un choix, le choix ultime pour un samouraï, la honte d'être capturé ou une fin honorable. Et c'est vraiment là que l'histoire bascule dans quelque chose d'autre, dans la tragédie pure. Au milieu de ce chaos, l'empereur Antoku, qui n'est qu'un enfant, il a 6 ans, se tourne vers sa grand-mère. Et avec toute l'innocence du monde, il demande « Où est-ce qu'on va ?» Et sa grand-mère, la veuve du grand Kiyomori, lui répond une phrase d'une poésie terrible, vers la terre pure du paradis. Il y a aussi une capitale sous les vagues. Pour éviter la honte de la capture, elle le prend dans ses bras et elle saute dans l'océan. Les derniers généraux Taira la suivent. C'est la fin du clan. Alors on pourrait croire que l'histoire est finie. Mais en fait, non. C'est là que le message le plus profond apparaît. Parce que cette épopée, au fond, ne célèbre pas les vainqueurs. Pas du tout. Toute sa grandeur, toute sa force, elle la trouve dans la défaite, dans la beauté de la perte. Tout le récit, en fait, est une immense illustration d'un concept bouddhiste clé, le Shogyo-Mujo. C'est l'idée que tout est impermanent, absolument tout. La plus belle des fleurs de cerisier doit tomber, le plus puissant des empires doit s'effondrer, rien ne dure. Et ça nous amène à un autre concept, une sensibilité esthétique très japonaise, le mono-no aware. C'est cette sorte de douce tristesse qu'on ressent face aux choses qui passent, qui disparaissent. C'est trouver de la beauté dans ce qui est éphémère. Et c'est pour ça que le récit se concentre avec tant de compassion sur les perdants. Il y a une beauté incroyable dans leur façon de périr avec dignité. Mais alors, qui a raconté cette histoire pendant des siècles ? Ce n'est pas un historien dans son bureau, non. Elle a été transmise par des moines bouddhistes aveugles, les biwa-oshi. Ils voyageaient à travers le pays avec leur instrument, le biwa, et ils chantaient l'histoire des Heike. Mais attention,
Ce n'était pas un spectacle pour divertir. Leur chant était une prière, un immense requiem, destiné à apaiser les âmes tourmentées des guerriers morts. Bon, on pourrait se dire que c'est une vieille histoire qui date de 800 ans, mais en fait, pas du tout. Elle a un écho, un avertissement pour aujourd'hui qui est assez saisissant. Le message est clair. C'est un avertissement intemporel. Quand des diligents, quels qu'ils soient, perdent toute empathie, quand ils commencent à se croire invincibles, ils préparent eux-mêmes leur propre destruction. La leçon est aussi valable pour un chef de guerre du XIIe siècle que pour n'importe quelle figure de pouvoir aujourd'hui. L'arrogance est toujours le prélude à la chute. Et ça nous laisse avec cette question finale. Dans notre monde actuel qui est obsédé par la croissance infinie, par le succès à tout prix, quelle est la valeur d'une histoire qui, elle, trouve de la dignité dans la chute ? Au final, le Dide des Heike ne nous apprend pas comment gagner. Il nous apprend peut-être quelque chose de beaucoup plus profond. Comment trouver de la sagesse et même une forme de beauté dans le cycle inévitable du déclin.